L'histoire commence avec notre héros, Kufa Vampire, qui mène une mission d'infiltration dans la demeure d'un noble lorsqu'il se fait soudainement prendre en embuscade par un groupe de types vêtus de capes. Ils tirent une balle droit sur lui, mais Kufa la tranche nonchalamment en deux comme si de rien n'était, puis se charge à lui seul de réduire en miettes tout le reste de la bande. Une fois les sbires encapuchonnés expédiés, il ne reste plus que leur chef. Pour une raison obscure, ce gars a l'air de s'être emmitouflé dans du papier de toilette avant de venir au combat. Les deux s'affrontent, et Kufa est aussitôt stupéfait. Ce type est bien plus fort que les bottes jetables qu'il vient de mettre à terre. Ils échangent des coups un moment et semblent à armes égales jusqu'à ce que le patron de Kufa s'en mêle et tire une balle sur l'homme en papier toilette. Il parvient à la bloquer, mais ce bref instant de distraction est tout ce qu'il lui faut. Il fracasse une fenêtre et s'échappe. Kufa songe à le poursuivre, mais son patron lui ordonne de se tenir tranquille. Ça n'en vaut pas la peine. Apparemment, ils ont des soucis bien plus importants à régler. Leur véritable objectif était d'infiltrer le bâtiment et d'interroger le seigneur Elsness au sujet de la fille d'un célèbre chevalier-duc nommé Mélida. Malheureusement, lorsqu'ils arrivent, ils découvrent que ces salauds l'ont déjà tué. Lady Mélida est censée être un membre de la fameuse famille Angel, une lignée réputée pour donner naissance à des personnes dotées d'une magie incroyablement puissante. Le problème, c'est que Mélida est incapable de lancer ne serait-ce que le sortilège le plus simple, pire encore, elle ne peut pas du tout utiliser le mana. Cela soulève un énorme signal d'alarme. Ils commencent à soupçonner que Mélida n'est peut-être pas la fille biologique de la famille Angel et que le seigneur Elsness a peut-être eu une liaison avec la mère de Mélida. Pour découvrir la vérité, le patron de Kufa lui confie une nouvelle mission: infiltrer la maisonnée en tant que précepteur privé de Mélida et la former pour en faire une véritable demoiselle guerrière. En gros, la transformer en dur à cuire certifié. Kufa se rend au manoir de la famille Angel où il trouve Mélida debout sur un balcon en train de farmer tranquillement son aura sans le moindre souci au monde. Elle perd soudain l'équilibre et bascule dans le vide, mais Kufa fond sur elle à la dernière seconde et la sauve tel un chevalier tout droit sorti d'un conte de fées. Tandis qu'il la tient dans ses bras, il lui annonce qu'il sera son tuteur de magie pour les 3 années à venir. Mélida se présente et déclare joyeusement qu'elle se réjouit d'avance des leçons, totalement inconsciente à quel point sa situation est maudite. Plus tard, ils se rendent à l'académie où Mélida devient immédiatement la cible des moqueries de la brute de la classe Nerva. Nerva se moque d'elle sans relâche, soulignant à quel point elle est issue de la légendaire famille Angel, mais reste incapable d'utiliser le mana. Pour rappel, le mana est un pouvoir spécial qui confère à ses utilisateurs des capacités surhumaines et toutes sortes de talents étranges. Mélida défie Nerva en duel, tandis que Kufa observe, il remarque que la posture d'escrime de Mélida est en réalité parfaite. Sa technique est irréprochable. Malheureusement, tout comme le disent les rumeurs, elle ne peut pas utiliser le mana. Nerva la submerge sans peine grâce à une épée renforcée au mana et la jette à terre, alors que Mélida Gila, vaincue, les autres filles en rajoutent, la tournant en ridicule sans répit et la traitant de ratée bonne à rien qui déshonore le nom de sa famille. Humiliée, Mélida prend la fuite. Élise, la prodige de la classe, se lance à sa poursuite pour la réconforter. Elle est sincèrement bien intentionnée, mais Mélida est trop gênée et furieuse pour l'écouter. Elle craque, lui dit de rester loin d'elle et repart en courant. Élise ne peut s'empêcher de se sentir mal malgré tout. Kufa tombe sur Mélida par la suite et conclut discrètement que les rumeurs sont peut-être vraies. Peut-être que Mélida est bel et bien une ratée après tout. Cette nuit-là, Kufa réfléchit à tout ce qui s'est passé. Après mûre réflexion, il parvient à une conclusion: Mélida n'est pas la fille biologique de Felus Angel. Une fois cela confirmé, il se prépare à mener à bien la seconde phase de sa mission. Il est censé assassiner Mélida. Après avoir passé la journée avec elle et constaté à quel point sa vie est misérable, il se convainc que la tuer serait en réalité lui rendre service. Il se rend dans sa chambre pour accomplir le forfait, mais quelque chose cloche. Il n'arrive pas à sentir sa présence. Lorsqu'il entre, la pièce est vide et la fenêtre grande ouverte, ce qui laisse penser qu'elle est sortie par là. Pendant ce temps, Mélida se trouve dans une ruelle sombre, poursuivie par une sorte de créature ténébreuse. Kufa passe en mode parcours pour la rattraper, mais le temps qu'il arrive, il est déjà trop tard. Mélida est encerclée et attaquée par un groupe de lycanthropes. Kufa suppose que c'est l'œuvre de son grand-père qui la pousse dans une situation de vie ou de mort pour tenter d'éveiller son mana. Malheureusement, le plan ne fonctionne manifestement pas car elle se fait complètement démolir. Alors que Kufa observe à distance, il se demande pourquoi elle n'appelle pas à l'aide et continue plutôt d'encaisser les coups en silence. Puis l'un des lycanthropes attrape Mélida par les cheveux et menace de les lui
découpées. Elles fond aussitôt en larmes. Ses cheveux sont la dernière chose qui lui reste de sa mère, et les perdre reviendrait à perdre son ultime lien avec elle. À cet instant, Kufa comprend enfin. Mélida refuse d'appeler à l'aide parce que cela révélerait la vérité. Tout le monde découvrirait qu'elle n'a pas de mana et ce serait comme admettre qu'elle ne fait pas réellement partie de la famille Angel. Au moment précis où Mélida s'apprête à accepter son sort, Kufa intervient enfin. Il dégaine sa lame fantôme et tranche les lycanthropes en un temps record. Se tournant vers Mélida, il lui dit qu'il a vu tout l'enfer qu'elle a traversé et à quel point elle désire désespérément être reconnue. Il lui demande de lui confier sa vie, il lui explique ensuite qu'il connaît un moyen d'éveiller son mana, mais que c'est un pari risqué. Cela pourrait ne pas marcher du tout, et il y a un réel danger que cela puisse même la tuer. Mélida décide qu'une vie sans mana ne vaut de toute façon pas la peine d'être vécue, alors elle accepte. Kufa sort une fiole, en boit une gorgée, puis s'en sert comme prétexte pour l'embrasser, tout en versant le liquide dans sa bouche. Presque aussitôt après, Mélida s'évanouit et s'effondre au sol. Le lendemain, Mélida se réveille dans sa chambre et remarque aussitôt que Kufa lui touche les fesses. Naturellement, elle panique, mais Kufa s'empresse de lui dire de ne pas se méprendre. Il lui explique qu'il s'agit d'un examen tout à fait nécessaire. Il s'avère que la substance qu'il lui a versée dans la bouche la nuit précédente était une drogue et qu'elle lui a accordé avec succès la capacité d'utiliser le mana. Cependant, Kufa remarque également qu'elle a développé quelques anomalies physiques à la suite de cette activation soudaine. Il doit donc continuer à l'examiner. Il lui ordonne de s'allonger sur le dos cette fois et commence à inspecter soigneusement son corps. Mélida, toujours mal à l'aise, lui demande comment il fait pour ne pas rougir le moins du monde. Alors qu'il la touche de partout, Kufa admet qu'il est effectivement gêné, mais qu'il s'est entraîné à ne jamais le montrer en toutes circonstances. Cela étant dit, Mélida se demande pourquoi il se donnerait tout ce mal pour quelqu'un qu'il connaît à peine et qu'il vient tout juste de rencontrer. Kufa lui dit que cela peut paraître étrange, mais qu'il tient réellement à elle, même s'ils viennent à peine de se rencontrer. Chaque fois qu'il songe à la possibilité que la drogue qu'il lui a donnée aurait pu la tuer, il est envahi par une telle angoisse qu'il n'arrive même pas à dormir. En cet instant, la seule chose qu'il souhaite, c'est que Mélida reste en bonne santé et retrouve son étincelle. En entendant cela, Mélida commence à réaliser que Kufa n'a aucune mauvaise intention à son égard. Elle retire alors ses mains de sa poitrine et lui dit qu'il peut lui palper la poitrine s'il en a vraiment besoin. Kufa est content de voir qu'elle lui fait confiance. Pour la suite, il lui mentionne que la classe qu'elle a obtenue après avoir pris la drogue n'était pas la classe de paladin qu'elle voulait. Elle s'est retrouvée à la place dans la classe de samouraï, qui se trouve être la même classe que celle à laquelle Kufa appartient. Même si Mélida n'a pas obtenu la classe qu'elle espérait, elle est tout de même reconnaissante de pouvoir simplement utiliser le mana. Elle est ravie de partager la même classe que Kufa. Kufa est satisfait qu'elle accepte cela, mais il lui conseille de garder toute cette affaire secrète vis-à-vis des autres. Mélida se demande pourquoi il suggérerait cela et Kufa lui explique que, compte tenu de sa position, si la nouvelle venait à se savoir, certaines personnes pourraient répandre de mauvaises rumeurs à son sujet. Par-dessus tout, Kufa veut que Mélida bâtisse un héritage véritablement digne du nom de la famille Angel, après lui avoir donné le feu vert et confirmé que son corps se porte parfaitement bien et s'est entièrement adapté au mana. Mélida s'enthousiasme. Elle n'est plus différente des autres filles et peut enfin faire étalage de ses capacités. Son enthousiasme est toutefois de courte durée, car Kufa fait aussitôt éclater sa bulle. Il lui dit qu'elle ne peut encore montrer son mana à personne. Le seul moment où elle est autorisée à démontrer son pouvoir, c'est durant le tournoi public. Le lendemain à l'école, Mélida s'occupe tranquillement de ses affaires lorsque la brute de la classe, Nerva, débarque soudain et commence à l'embêter. Elle lui vole son livre, se moque d'elle en la traitant de fille sans talent, puis s'en va. Kufa surprend tout l'incident et ne peut s'empêcher de se sentir mal pour Mélida, surtout maintenant qu'elle peut réellement utiliser le mana. Plus tard, Mélida retrouve Kufa et lui demande pourquoi elle n'a pas le droit de faire étalage de son mana. Kufa lui explique que, comme elle vient tout juste de l'éveiller, son contrôle est encore très probablement imparfait. Le tournoi n'est plus qu'à une semaine, alors Kufa lui conseille de continuer à donner à ses amis une fausse impression de ses capacités pour le moment. Il estime que faire étalage de son nouveau mana pendant le tournoi serait la meilleure façon pour elle de gagner en prestige et de marquer fortement les esprits. Tandis qu'ils discutent, Kufa sent que quelqu'un les espionne et l'interpelle. Il s'avère que ce sont Élise et sa tutrice, Rossetti.
Rossetti est pour ainsi dire une célébrité dans le coin. Elle est si populaire parce que, bien qu'étant née dans les basses couches de la société, elle a éveillé son mana à un très jeune âge et est devenue par la suite la plus jeune personne à avoir jamais intégré la Légion Crest. Rossetti a elle aussi beaucoup entendu parler de Kufa et sait que c'est un samouraï très doué. Comme ils sont tous deux précepteurs privés employés par la famille Angel, elle suggère qu'ils devraient essayer de bien s'entendre. Elle lui tend nonchalamment la main, s'attendant manifestement à ce qu'il l'accepte. Au lieu de cela, Kufa repousse aussitôt sa main d'une claque et lui dit sans détour qu'il ne peut tout simplement pas s'entendre avec elle. Il enchaîne en disant qu'une fille comme elle ne serait qu'une mauvaise influence sur l'éducation de Mélida. Comme on pouvait s'y attendre, Rossetti s'en offusque profondément. Elle dit à Kufa, furieuse, qu'elle fera en sorte qu'Élise écrase Mélida sans aucune pitié lors de leur match au tournoi. Après avoir proféré sa menace, elle s'en va en trombe, vexée. Le jour du tournoi arrive enfin et Mélida est soudain prise de trac. Elle commence à se sentir nerveuse et peu sûre d'elle, mais Kufa lui dit de se calmer et de simplement faire de son mieux. Il la rassure et lui dit que tout se passera bien tant qu'elle gardera l'esprit clair. Il lui annonce ensuite qu'il est temps de se rendre dans les tribunes, mais avant qu'il ne puisse Vasno partir, Nerva et ses larbins débarquent pour tourmenter Mélida comme à leur habitude. Nerva se moque d'elle en lui demandant ce que ça fait de savoir qu'elle est sur le point de couvrir de honte toute sa famille devant tout le monde. À ce moment-là, Kufa décide enfin qu'il en a assez. Il intervient et dit à Nerva de fermer son clapet avant qu'il ne se mette en colère. Voyant cela, Nerva se met aussitôt à charrier Kufa à la place, le traitant de précepteur pitoyable qui se donne beaucoup trop de mal pour mettre Mélida dans son lit. Soudain, Mélida craque. Elle gifle Nerva en plein visage et lui dit de ne plus jamais parler de Kufa de cette façon, déclarant qu'il est le meilleur précepteur du monde entier. Nerva et ses larbins s'en vont sous le choc, mais Mélida se met aussitôt à se recroqueviller de peur en réalisant ce qu'elle vient de faire. En observant cela, Kufa parvient à une réalisation importante. Mélida est le genre de personne qui puise sa force, non pas pour elle-même, mais pour les autres. Après cela, Kufa gagne les tribunes pour assister au tournoi. À en juger par le regard sale et hostile que le père de Mélida lui lance, Kufa devient pleinement convaincu que l'issue de ce tournoi déterminera s'ils vivent ou meurent, lui comme Mélida. Le match commence. Les coéquipières de Mélida lui disent de rester en retrait pendant qu'elle se charge de tout, présumant qu'elle va en gros être inutile. Les ignorant, Mélida prend aussitôt les devants et fonce droit sur Nerva. Nerva s'en aperçoit et devient extrêmement arrogante, pleinement convaincue que Mélida est une proie facile. Elle déclenche une attaque massive avec sa grande lance, mais à la toute dernière seconde, Mélida invoque son mana et bloque l'attaque. Ni Nerva ni la foule ne peuvent croire ce qu'ils voient. C'est exactement ce que Kufa voulait, que Mélida choque tout le monde avec son pouvoir. Alors, il se contente de sourire, comprenant qu'elle a gagné un maximum de prestige. Nerva se relève lentement et dit à Mélida de ne pas trop se la jouer, affirmant que tout ce qu'elle a compris à faire, c'est utiliser le mana. Malgré tout, Mélida envoie Nerva s'écraser droit contre le mur. Cela enrage complètement Nerva, qui invoque alors tout son mana et déchaîne son attaque, le marteau Garrick. L'impact provoque une énorme explosion et laisse derrière lui un immense cratère dans le sol. Lorsque la fumée se dissipe enfin, Nerva voit Mélida assise par terre et présume qu'elle est prête à abandonner. En s'avançant vers elle, elle dit à Mélida de se rendre afin de lui épargner toute souffrance supplémentaire. Au moment précis où Nerva s'apprête à porter un lourd coup de grâce, Mélida invoque soudain son mana à nouveau et lance une contre-attaque semblant même prendre le dessus. Mélida charge en avant, prête à porter le coup final, mais à la dernière seconde, elle se retrouve complètement à court de mana et son épée s'envole. Cela donne à Nerva l'occasion de reprendre le dessus et elle roue brutalement Mélida de coups jusqu'à la mettre à terre. Juste avant de porter le coup final, Nerva se remémore l'époque où elle était en réalité gentille avec Mélida avant que tout le monde ne se mette à dire du mal d'elle. Elle rejette toute la faute sur Mélida, se disant que si seulement Mélida était restée faible et pitoyable, rien de tout cela ne serait en train d'arriver. Alors qu'elle se prépare à l'abattre, Mélida éveille soudain son mana une fois de plus et copie la technique de l'âme fantôme de Kufa, expédiant Nerva dans la semaine suivante. Kufa regarde, incrédule, se demandant comment Mélida a pu exécuter son mouvement avant de réaliser qu'elle a forcément dû l'entraîner en secret jusqu'à le maîtriser entièrement. Les autres adversaires du tournoi se précipitent et s'apprêtent à attaquer Mélida, mais les coéquipières de Mélida arrivent enfin pour la défendre. Cela donne à Mélida l'ouverture dont elle a besoin pour capturer le drapeau et remporter le match. Après le match, elle rejoint Kufa qui la soulève dans les airs après avoir vu l'incroyable performance qu'elle a livrée. Son père passe à côté d'eux, absolument pas impressionné, et dit à Mélida de ne pas se laisser griser par une seule victoire. Il ajoute que la seule chose qui l'impressionnerait vraiment, ce serait qu'elle sorte victorieuse d'un match contre une autre école. Après son départ, Mélida se
sent découragée et triste, mais Kuffa la rassure en lui disant que ce n'est que le début. Soudain, Nerva accourt vers Mélida, mais cette fois, elle ne cherche pas à la brimer. Au lieu de cela, elle rend discrètement le livre qu'elle avait volé plus tôt et repart sans un mot de plus. Il semblerait que de l'avoir battue ait valu à Mélida le respect qu'elle méritait. Pendant ce temps, le prochain combat a déjà commencé et Elise vole littéralement la vedette. Elle fait étalage de sa grande puissance en tant que paladin et parvient à conclure son match en seulement 13 secondes, établissant un tout nouveau record du monde. Le lendemain, Mélida parle à Kuffa du festival de la nuit du diadème, une fête organisée pour souhaiter la paix à la ville. L'événement est prévu pour le week-end, alors Mélida demande à Kuffa s'il s'en réjouit. Kuffa, cependant, réagit de façon parfaitement nonchalante, ne manifestant pratiquement aucun intérêt. Cela contrarie passablement Mélida. Elle souligne qu'il l'a littéralement déshabillée et qu'il la connaît sur le bout des doigts, alors qu'elle ne sait pour ainsi dire rien de lui en tant que personne. En entendant cela, Kuffa finit par se confier. Il explique qu'il ne connaît pas grand chose au festival parce qu'il a grandi dans les bas-fonds, un quartier connu sous le nom de logement des basses couches de la société. Ce coin de la ville n'était pas vraiment l'endroit propice aux célébrations et aux souvenirs heureux. Cela mis à part, Kuffa remarque une robe que tient Mélida et lui demande à quoi elle sert. Mélida explique que c'est la robe qu'elle compte porter pendant le défilé du festival. Kuffa lui dit sans détour qu'elle serait vraiment canon dedans et lui demande de l'essayer pour lui. Mélida est intimidée et refuse, disant qu'elle ne peut pas faire ça. Elle explique qu'elle a toujours prévu d'enfiler cette robe pour la première fois en même temps qu'Elise et qu'elle ne veut pas gâcher ce moment. Kuffa n'y voit aucun inconvénient et dit que ça lui paraît même être une bonne idée. Après cela, Mélida devient un peu gênée et demande timidement à Kuffa s'il accepterait de danser avec elle pendant le défilé du festival. Kuffa lui répond qu'il ne pourra pas car il a une mission à mener dans le quartier du monarque sacré. Toutefois, il promet d'être de retour pour le dernier jour du festival et lui assure qu'il dansera alors avec elle. Entendre cela rend Mélida véritablement heureuse. Pendant ce temps, Elise se fait abreuver de compliments par une vieille bique qui n'arrête pas de lui resservir du thé tout en l'encensant sans relâche pour sa performance au tournoi. Malgré tous ces éloges, la vieille femme met Elise en garde de ne pas y aller mollo avec Mélida si jamais leurs chemins se croisent à nouveau. Elle dit qu'entretenir ce genre de réputation impitoyable est important. Elise écoute, mais ses paroles pèsent visiblement sur elle. La nuit du festival arrive enfin et Mélida est absolument resplendissante dans sa robe. Elle parvient à capter l'attention de tous pendant environ 5 secondes avant qu'Elise n'arrive dans une robe digne de Cendrillon et ne lui vole complètement la vedette. La foule couvre Elise d'éloges pour sa beauté, mais Elise elle-même n'a pas du tout l'air heureuse. Submergée, elle s'enfuit soudain en larmes. Mélida se lance aussitôt à sa poursuite comme une véritable amie. Elle trouve Elise en train de pleurer, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, elle se retrouve soudain encerclée par des bandits menés par un homme qui a l'air emmitouflé dans du papier toilette. Avant que Mélida ne puisse réagir pleinement, tout devient noir. Elle se réveille dans une pièce sombre et voit le même homme étrange se tenir devant elle. Il explique qu'il est une expérience de laboratoire ratée, transformé en mi-humain, mi-lycanthrope. Il révèle qu'il a observé la performance de Mélida durant le tournoi et qu'il en a été profondément impressionné. Cependant, il n'apprécie guère le fait qu'elle soit de classe samouraï au lieu de paladin. Pour cette raison, il compte muter de force sa classe en paladin et utiliser Elise comme sacrifice pour mener à bien le rituel. Le problème, c'est que le rituel est extrêmement instable, ce qui signifie que Mélida finirait très probablement par devenir une sorte de monstre horrible plutôt qu'une véritable paladin. Les lycanthropes traînent Elise dans la pièce et elle est si terrifiée qu'elle s'effondre complètement en larmes. Voyant cela, Mélida prend enfin sa décision. Elle en a assez d'être celle qui se fait toujours sauver par Elise. Cette fois, c'est elle qui veut être celle qui sauve. Mélida regarde autour d'elle et réalise qu'elle se trouve à l'intérieur d'un musée. Elle court vers un gigantesque squelette de dinosaure et se met à le frapper de toutes ses forces. Le chef des bandits présume qu'elle essaie de faire du bruit pour que quelqu'un vienne la sauver. Au lieu de cela, Mélida parvient en réalité à faire basculer le squelette de dinosaure, écrasant plusieurs lycanthropes en dessous. Cela lui offre l'occasion parfaite d'attraper Elise et de prendre la fuite. Elle s'échappe dans le hall du bâtiment où Mélida repère un plan indiquant l'emplacement de la sortie. Elle remarque également une collection d'armes à proximité et présume qu'elle pourrait s'en servir pour se défendre. Cependant, en les examinant de plus
plus près, elle réalise qu'aucune d'elles ne dégage de présence magique, ce qui signifie qu'elles sont totalement inutiles contre les lycanthropes. Seules les armes de nature divine peuvent blesser les lycanthropes. Réfléchissant vite, Mélida arrache des morceaux de la tenue d'Élise et s'en sert pour confectionner une petite épée divine de fortune, une qui devrait réellement être capable de venir à bout des lycanthropes qui les poursuivent. Mais avant même que Mélida n'ait l'occasion d'utiliser correctement l'arme qu'elle vient de fabriquer, l'un des lycanthropes la projette soudain d'un coup et l'envoie s'avalser à travers la pièce. Alors qu'il se dresse au-dessus d'elle, prêt à porter le coup final, Mélida invoque désespérément son mana. Le mana déferle à travers l'épée, l'enflammant, et elle plante aussitôt la lame embrasée droit dans la gueule du lycanthrope. Au même moment, un autre lycanthrope s'avance pour attaquer Élise. Alors Mélida fait de nouveau tournoyer son épée enflammée et embrase celui-là également. Les deux lycanthropes brûlent jusqu'à s'effondrer, offrant à Mélida et Élise l'occasion parfaite de filer vers la sortie. Elles peuvent clairement voir la sortie devant elles, mais juste au moment où elles s'apprêtent à s'échapper, le chef des lycanthropes surgit soudain de nulle part et leur barre le passage. Mélida tente de l'attaquer avec son arme, mais il attrape nonchalamment l'épée d'une seule main, en éteint les flammes et l'envoie valser d'un coup de pied comme si elle ne pesait rien. Élise se précipite pour s'enquérir de l'état de Mélida, mais le chef l'écarte d'une claque elle aussi. Il s'avance lentement vers elle, leur disant calmement de ne pas se donner la peine de résister, car elles n'ont aucune chance de le vaincre. Soudain, il se fige de stupeur en percevant quelque chose d'inattendu. Les deux filles possèdent en elles un pouvoir d'une intensité incroyable. À cause de cela, il décide qu'il vaut mieux les éliminer ici et maintenant. Après tout, elle n'avait de toute façon que peu de chances de survivre au rituel, alors il peut simplement inventer une excuse pour faire son rapport à son patron. Au moment précis où il s'apprête à commencer, les secours arrivent enfin. Surgis de nulle part, Rossetti et Kufa font leur apparition. Kufa avait reçu un message de la guilde au sujet de la disparition de Mélida et d'Élise et s'était aussitôt mis à les pister, ce qui l'a mené droit ici. Kufa ne perd pas une seconde. Il entre en matière en se servant de sa lame fantôme pour trancher avec aisance la première vague de lycanthropes. Il passe ensuite le relais à Rossetti qui enchaîne en déchaînant sa technique du phénix écarlate et incinère complètement les ennemis restants. Kufa dit à Rossetti de rester en arrière et de garder un œil sur les filles, tandis que lui s'enfonce plus profondément dans le bâtiment pour s'occuper du chef en personne. Il gagne le cœur de la structure et se retrouve enfin face à lui. Après un échange de mots, Kufa apprend la vérité. Le seigneur Mordru, le propre grand-père de Mélida, est celui qui a orchestré toute cette opération. Le chef révèle que lui et Kufa se sont déjà affrontés par le passé et il sait pertinemment que Kufa est d'un tout autre niveau de force. Malgré cela, il n'a pas l'air le moins du monde paniqué. Au lieu de cela, il fracasse un conteneur de verre et révèle un cœur étrange et palpitant qui bat entre ses mains. Il y injecte un produit chimique inconnu, ce qui le fait se transformer en un monstre gigantesque connu sous le nom de chimère hantée. Kufa lance aussitôt son attaque, usant de ses incroyables talents de combat et de ses techniques de lame fantôme pour dominer le combat. Le chef peine à en croire ses yeux. Cependant, Kufa devient un peu trop sûr de lui et baisse sa garde l'espace d'un instant. Cette erreur offre une ouverture au chef. À l'aide de ses étranges liens semblables à du papier toilette, il immobilise Kufa et l'empêche d'utiliser son mana. Kufa neutralisé, la chimère lui assène un coup dévastateur qui lui arrache net le bras. Voyant cela, le chef présume que le combat est terminé et fait mine de partir. Avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, il perçoit une soudaine montée d'énergie. La chimère est attaquée une fois de plus. À sa stupéfaction, Kufa se bat toujours. Même immobilisé, il est parvenu à utiliser son mana. Cela dit, son bras a toujours disparu et il est manifestement affaibli, le sang dégoulinant de la cavité vide, tandis qu'il avance en titubant. Alors que Kufa marche vers lui, le chef lui demande si risquer sa vie pour une petite gamine comme Mélida en vaut vraiment la peine. Kufa répond sans hésiter. Il dit que cela en vaut absolument la peine parce qu'il sait que Mélida les surpassera tous un jour et deviendra une guerrière légendaire. Il est prêt à risquer sa propre vie pour assurer sa survie. Soudain, la chimère engloutit Kufa tout entier. Le chef croit que c'est enfin fini et commence à s'éloigner. Mais c'est alors que Kufa jaillit de l'intérieur de la chimère, l'ayant détruite de l'intérieur. Le chef est complètement abasourdi. Cette bête avait des statistiques poussées au maximum. Il est impossible qu'un humain puisse rivaliser avec elle. Kufa achève alors la chimère d'un unique coup décisif.
À ce moment-là, Kufa déchaîne sa véritable forme. Ses cheveux deviennent blancs et se mettent à flotter librement tandis que sa puissance déferle. Il se dirige calmement vers son bras sectionné et le rattache comme une pièce de Lego. Le chef comprend enfin ce dont il est témoin. C'est là le pouvoir d'un vampire. Les vampires sont le type de lycanthrope le plus puissant, alors il ne peut s'empêcher de se demander ce que l'un d'eux fait dans un endroit pareil. Kufa plaque le chef contre le mur et lui dit de ne pas s'inquiéter. Il ne va pas le tuer. Kufa rappelle à l'homme que juste avant qu'il ne tente de muter la classe de Mélida, celle-ci avait déjà manifesté des attributs clairs de paladin, ce qui ne fait que prouver davantage qu'elle est une véritable descendante de la maison du chevalier-duc. Cela seul confirme sa légitimité. Il dit au chef de transmettre un message à son patron et de bien s'assurer qu'il le comprenne clairement. S'il tente un jour de remettre ce genre de coup tordu, il ne sera pas aussi clément la prochaine fois. Kufa se retourne ensuite et commence à s'éloigner, parfaitement indifférent. Cependant, le chef prend la parole avant qu'il ne puisse partir. Il dit qu'à travers cet incident, il a désormais confirmé le véritable potentiel de Mélida. Il met Kufa en garde. S'il continue de l'aider à grandir et à atteindre un jour ce potentiel, il pourrait venir un jour où Kufa lui-même deviendra celui que l'on traque. Kufa ne ralentit même pas le pas et ne se retourne pas. Il répond simplement qu'un tel avenir ne se produira jamais. Ailleurs, le supérieur de Kufa sent que quelque chose cloche. Il devine que Kufa cache quelque chose d'important et que les événements récents ne sont pas aussi simples qu'ils en ont l'air. Pour cette raison, il engage Black Madia et lui ordonne d'enquêter sur Kufa et de découvrir le secret qu'il pourrait bien dissimuler. Plus tard, cette nuit-là, Kufa retrouve Mélida au festival. Le chaos est passé, le danger est écarté pour l'instant et la ville est de nouveau emplie de lumière et de musique. Tous deux se préparent enfin à partager la danse dont ils avaient parlé plus tôt. Cependant, juste avant qu'il ne commence, Mélida est soudain submergée par l'émotion. Elle rassemble son courage et confesse ses sentiments à Kufa, lui disant qu'elle l'aime. Elle reconnaît qu'elle est encore mineure et qu'il ne serait pas permis qu'ils soient ensemble pour le moment, c'est pourquoi elle lui demande de l'attendre jusqu'à ce que le moment soit venu. Kufa écoute en silence, puis accède à sa requête sans hésiter. Cela réglé, tous deux se mettent à danser ensemble sous les lumières du festival, clôturant la nuit en douceur. La scène suivante s'ouvre sur Élise, prisonnière d'un rêve. Elle revoit un souvenir de son enfance, à l'époque où elle errait seule à travers la forêt et tomba soudain sur une meute de loups. Elle était à quelques instants de se faire mettre en pièces lorsque la jeune Mélida surgit de nulle part et la sauva. Ce moment devint l'un des souvenirs fondateurs les plus marquants d'Élise, le dernier vraiment vivace qu'elle avait partagé avec Mélida. Élise se réveille alors de son coma et réalise que ce n'était qu'un rêve, ce qui la force à affronter la douloureuse réalité du présent. Le lendemain à l'école, Élise s'accroche fermement à Mélida et refuse de la quitter, la suivant partout où elle va. Au même moment, Rose fait quelque chose de similaire avec Kufa, restant collée à lui, mais Kufa lui dit aussitôt de prendre ses distances. Il lui rappelle qu'ils ne sont pas proches à ce point et que leur relation est strictement professionnelle. Leur travail consiste à former les filles et à protéger leurs intérêts à tout prix, rien de plus. En outre, il fait remarquer que sa gouvernante en chef ne le porte déjà pas dans son cœur, alors que tous deux s'entendent ouvertement ne ferait que l'agacer davantage. Plus tard dans la journée, tous les élèves se rassemblent dans la grande salle pour une annonce majeure, la sélection des cadettes de cette année. La présidente Krista et la reine Shenfa sont clairement les favorites des élèves. Être choisie comme cadette est un immense honneur, réservé uniquement aux élèves les plus exceptionnels aux meilleures notes, si bien que l'atmosphère est emplie d'excitation et d'attente. La directrice arrive et annonce officiellement le commencement de la cérémonie. Tandis qu'elle en explique les détails, Kufa réalise que 2 élèves seront sélectionnés dans chaque école pour un total de 4 cadettes. Elle explique en outre que durant la semaine au cours de laquelle se dérouleront la cérémonie et les épreuves, tout contact avec le monde extérieur sera complètement coupé. Les épreuves des cadettes se concluront le dernier jour du tournoi, bien que le résultat de ces seules épreuves ne déterminera pas l'issue finale. Au fil de 7 jours, les cadettes sélectionnées suivront un entraînement intensif, et en fonction de leur performance ainsi que des votes des autres, l'une d'elles se verra décerner le titre honorifique de Luna Lumière. La directrice insiste également sur le fait que nul n'est autorisé à accéder au palais sans autorisation en bonne et due forme. Même si quelqu'un prétend y avoir affaire, il doit présenter une preuve de permission. Une élève, Keira, s'avance,
décline son nom et montre qu'un accès lui a été accordé, ce qui lui permet d'entrer. Sur ce, l'annonce des cadettes commence. Tout le monde s'attend pleinement à ce que les noms choisis soient les favorites habituelles. Mais lorsque le rideau tombe, on découvre qu'Élise et Mélida ont été sélectionnées à la place. La salle explose d'incrédulité, beaucoup d'élèves présumant aussitôt qu'il doit forcément y avoir une erreur. Élise et Mélida sont appelées sur la scène et invitées à choisir chacune 2 camarades de classe qui combattront à leur côté. Mélida hésite, ne sachant qui choisir lorsque Nerva lève soudain la main et se porte volontaire. Krista suit peu après et se propose elle aussi. Les équipes étant constituées, la directrice frappe le sol de son bâton, marquant officiellement le début du tournoi. Une fois le rassemblement terminé, les rumeurs se propagent à toute vitesse. La plupart des élèves refusant de croire que Mélida a mérité sa place de cadette de manière honnête, présumant plutôt qu'elle a triché ou qu'elle a glissé son nom dans la sélection d'une manière ou d'une autre. Entendre tout cela amène Mélida à se mettre à douter d'elle-même. Cependant, Koofa intervient, l'attire dans une étreinte ferme et la rassure en lui disant qu'elle n'a aucune raison de s'inquiéter et qu'elle va très bien s'en sortir. L'entraînement commence pour Mélida et les autres, mais il devient vite évident que Mélida a perdu confiance en elle. Elle peine désormais terriblement et peut même se faire battre par Nerva pendant l'entraînement. Krista présume que Mélida est simplement épuisée et suggère de faire une pause. Tandis que Mélida se repose, une mystérieuse fille brune l'aborde. Elle reconnaît froidement en Mélida la fameuse fille incompétente et sans talent dont tout le monde parle. Elle laisse entendre que la sélection d'Élise et de Mélida comme cadette n'est probablement rien de plus qu'un stratagème destiné à déterminer laquelle des sœurs Angel est réellement compétente. La fille pointe du doigt la timidité de Mélida, l'avertissant qu'elle causera indubitablement sa perte. Si Mélida veut sortir vainqueur, elle doit faire la preuve de sa puissance. Sur ces mots, la mystérieuse fille disparaît soudain. Plus tard, Koofa aperçoit la gouvernante en chef en train de se faufiler discrètement hors du palais tardant la nuit. Il l'interpelle et lui demande si elle essaie de détruire des preuves. Elle nie aussitôt être au courant de quoi que ce soit. Mais lorsque Koofa sort un éclat dissimulé sous sa robe, elle ne peut plus nier la vérité. Les filles arrivent soudain sur les lieux, coupant court à la tension. Acculée, la gouvernante en chef, Madame Othello, finit par avouer la vérité. Elle confesse que c'est elle qui a interverti les noms lors de la sélection des cadettes. Sa raison est brutale et sans le moindre remords. Elle veut que tout le monde voit une bonne fois pour toutes laquelle des deux est la sœur Angel supérieure. Elle dit qu'elle ne supporte pas de voir Mélida se placer sur un pied d'égalité avec Élise et estime que ce concours est le moyen parfait de définir clairement cette différence. En entendant cela, Mélida s'avance sans hésiter. Contrairement à avant, sa voix porte de l'assurance. Elle dit à Madame Othello qu'elle n'a pas à se faire le moindre souci parce que Mélida compte bien faire ses preuves par sa propre force. Madame Othello est prise au dépourvu par la détermination de Mélida, tandis que les autres remarquent discrètement le changement dans son attitude. Plus tard, cette nuit-là, Koofa se rend dans la chambre de Mélida pour la féliciter d'avoir tenu tête à Madame Othello un peu plus tôt. Il lui dit que l'assurance dont elle a fait preuve était authentique et qu'elle lui sied bien mieux que le doute de soi. Après lui avoir adressé quelques derniers mots d'encouragement, il quitte sa chambre. Tandis qu'il parcourt le couloir, quelque chose au sol attire son regard. Un avion en papier plié dans du papier noir. Il le reconnaît aussitôt comme un émissaire du Chevalier Blanc. Koofa s'enfonce profondément dans la forêt, suivant le signal où il se retrouve face à face avec Black Madia. Elle ne parle pas normalement, communiquant à la place au moyen de cartes qui s'embrasent et se consument pour former des lettres rougeoyantes. Lorsque Koofa lui demande pourquoi elle est sma ou altipla, Black Madia explique qu'elle a été envoyée pour mener des investigations plus poussées. D'après elle, les hauts placés, y compris le patron de Koofa, estiment que le rapport qu'il a remis au sujet de Mélida était mensonger. Elle trouve bien trop fortuit que le mana de Mélida se soit éveillé précisément au moment de l'arrivée de Koofa et soupçonne qu'il y a joué un rôle direct. Koofa nie l'accusation catégoriquement, mais Black Madia n'est pas convaincue. Elle suggère de prélever un échantillon du sang de Mélida pour confirmer que Koofa ne lui a pas donné une part du sien. À cet instant, l'attitude de Koofa change du tout au tout. Il devient agressif et lance une attaque. Black Madia esquive sans effort chaque coup et présume que c'est là Koofa qui révèle enfin son vrai visage. Tous deux se font face, l'un comme l'autre, se préparant à un combat sérieux. Au même moment, Élise se rend dans la chambre de Mélida et lui fait une proposition choquante. Elle propose de perdre délibérément l'épreuve. Son raisonnement est que si elle le fait, Madame Othello n'aura d'autre choix que de reconnaître Mélida. Elle est convaincue que sacrifier sa propre victoire est le moyen le plus rapide pour elles deux d'avancer ensemble. De retour dans la forêt, l'affrontement entre Koofa et Black Madia s'envenime, mais Rose surgit soudain et se joint au combat. Tandis qu'elle échange des coups avec Black Madia, Rose observe attentivement ses mouvements et réalise rapidement que son style de combat ne
ressemble à rien de ce qu'elle a jamais rencontré. Avant d'arriver, Rose avait déjà alerté le directeur de l'académie et demandé que des gardes soient dépêchés sur les lieux, et ceux-ci se rapprochent à présent. Sentant le danger approcher, Black Madia décide que le risque n'en vaut pas la peine. Elle se retire aussitôt et disparaît sans laisser de traces. Après sa disparition, Kufa met en garde les autres de ne pas la sous-estimer. Il explique que Black Madia est capable d'imiter les 7 classes de guerriers, un trait qui fait d'elle la plus puissante de la classe des bouffons dans tout Flandor. Pendant ce temps, Elise achève sa conversation avec Mélida et lui dit sans détour qu'elle ne croit pas que Mélida ait la moindre chance de la vaincre lors d'un combat direct. C'est précisément pour cette raison qu'elle compte perdre l'épreuve à dessein. Ce faisant, elle est convaincue qu'elles pourront rester ensemble et former une unité, quelle que soit l'issue. Cette nuit-là, une réunion se tient pour discuter de ce qu'ils vont faire au sujet de Black Madia. La directrice explique qu'en dépit de tout ce qui s'est passé, le tournoi de sélection ne sera ni reporté ni annulé et se poursuivra comme prévu. Kufa est en profond désaccord et les avertit que laisser la situation en l'état serait extrêmement dangereux. Black Madia possède un éventail de compétences d'un niveau absurde, ce qui signifie qu'il y a un risque bien réel qu'elle se soit déjà infiltrée dans l'école et qu'elle soit actuellement déguisée en élève. Même après avoir entendu cela, la directrice déclare calmement qu'elle a déjà pris sa décision et refuse de modifier le plan. Le lendemain, pendant le déjeuner, Rose remarque qu'Elise et Mélida ne sont plus aussi proches qu'auparavant et demande si elles ont eu une sorte de malentendu. Avant que l'une ou l'autre ne puisse répondre, Madame Othello s'immisce dans la conversation et déclare froidement qu'Elise est une telle prodige qu'on ne devrait même pas la mentionner dans la même phrase que Mélida. Elle va jusqu'à qualifier de miracle le fait que toutes deux ne s'adressent plus la parole, savourant manifestement la tension. Voyant à quel point Mélida a l'air malheureuse, Nerva et Krista décident de s'asseoir avec elle à la place. Au cours des 2 jours suivants, elle continue de la rejoindre au déjeuner, plaisantant et lui tenant compagnie. Elise observe la scène de loin et commence à se sentir un peu jalouse, se disant que Mélida a déjà tourné la page et s'est trouvé de nouvelles amies. Plus tard cette nuit-là, Kufa se rend dans la chambre de Mélida pour lui apporter un peu de chocolat chaud, mais il remarque aussitôt qu'elle a l'air contrariée. Mélida lui explique ce qui s'est passé avec Elise un peu plus tôt et lui révèle qu'Elise a proposé de perdre volontairement le match durant le tournoi parce qu'elle est convaincue qu'elle ne pourra jamais la vaincre. Kufa est sincèrement surpris qu'Elise puisse suggérer une chose pareille. Malgré tout, il rassure Mélida en lui disant que tant que toutes deux tiennent réellement l'une à l'autre, leur lien ne se brisera jamais complètement. Le jour du tournoi arrive enfin, mais Kufa n'arrive pas du tout à se détendre. Il est convaincu que Black Madia s'est déguisé parmi les élèves, alors il reste en état d'alerte maximale tout du long. La directrice annonce les règles du tournoi, l'équipe qui capturera le plus de médailles sera déclarée vainqueur. Peu après, les cadettes et leurs coéquipières pénètrent dans l'arène. Mélida et son groupe restent prudemment soudés jusqu'à ce qu'ils soient soudain pris en embuscade par l'équipe d'Elise, bien qu'ils parviennent à esquiver l'attaque à temps. Elise s'avance lentement et Mélida réalise que c'est là le moment qu'elle attendait. Toutes deux se préparent à s'affronter de front. Pendant ce temps, Kufa repère la mystérieuse fille que Mélida a rencontrée dans les bois un peu plus tôt et soupçonne qu'il pourrait s'agir de Black Madia déguisée. Il l'affronte en lançant une attaque à l'épée, mais elle la bloque instantanément à l'aide d'une technique de classe de haut niveau. Kufa réalise aussitôt qu'il ne peut s'agir de Madia, puisque Madia n'imite que les classes de bas niveau. La fille se présente sous le nom de Mule, la fille d'un chevalier duc. Réalisant son erreur, Kufa s'excuse rapidement et s'en va à la recherche de la véritable Madia. De retour dans l'arène, les choses entre Elise et Mélida commencent à s'échauffer. Elise dit à Mélida qu'elle a toujours été plus forte qu'elle et qu'elle l'a toujours considérée comme faible. Elle admet qu'elle a ressenti cela pendant longtemps, mais qu'elle s'est retenue pour éviter de blesser les sentiments de Mélida. Elise explique qu'elle n'a jamais voulu être sous les projecteurs ni être la numéro 1 et qu'elle aurait préféré que Mélida la surpasse à la place. Cependant, elle est désormais furieuse que cela ne puisse pas arriver car, à ses yeux, Mélida n'est encore qu'une mauviette. Elle lève son épée, prête à porter le coup final. À cet instant, Mélida se met soudain en mode sérieux. Elle bloque l'attaque d'Elise puis se met à la dominer, battant Elise alors même que celle-ci se bat à pleine capacité. Elise est complètement prise au dépourvu. Mélida fond en larmes et dit à Elise de ne pas s'inquiéter car désormais, elle lui promet qu'elle gardera toujours une longueur d'avance sur elle en matière de force. C'est alors que Nerva surgit de nulle part, mais Mélida sent aussitôt que quelque chose cloche. Nerva ne produit pas son mana habituel, ce qui confirme le soupçon de Mélida qu'il ne s'agit pas de la vraie Nerva. Il s'avère que c'est en réalité Black Madia qui s'est métamorphosé en Nerva après avoir assommé la véritable ailleurs. Mélida tente de s'enfuir avec Elise, mais Madia la rattrape rapidement. Mélida se place devant Elise, déterminée à la protéger comme une grande sœur, mais Madia la maîtrise sans peine. Heureusement,
Kyufa et Rose arrivent juste à temps. Kyufa vainc Madia avec aisance, la forçant à reprendre sa forme de base. Ensuite, il lui tend une lettre et lui dit de la remettre à son père. Il s'agit d'un rapport complémentaire de sa mission et il pense qu'il suffira à le satisfaire pour le moment. Peu après, les résultats du tournoi sont annoncés. Après avoir jugé les performances de chacune, Keira est déclaré vainqueur de la sélection. Sur ce, le festival prend officiellement fin. Cependant, une question continue de tarauder Kyufa. Madame Othello n'est pas une utilisatrice de mana, ce qui signifie qu'elle n'aurait pas dû pouvoir entrer seule dans le palais. Cela l'amène à se demander qui a réellement guidé son geste d'intervertir les vers qui ont permis à Elise et Mélida de devenir cadettes au départ. Plus tard, Salasha discute avec Mule de l'excitation suscitée par les résultats de la sélection lorsqu'elle remarque que Mule porte une étrange bourse. Curieuse, elle lui demande de quoi il s'agit. Mule explique qu'il s'agit d'un analyseur de mana, un dispositif qui contient les enregistrements de toutes les données de mana de chaque élève inscrites au palais Glacemonde, y compris Mélida. Après quelques instants, on voit Elise et Mélida s'enlacer après qu'Elise a enfin accepté de rejoindre l'unité que Mélida prévoit de créer, ce qui marque un nouveau départ pour toutes deux. Plus tard dans la soirée, Kufa est sur le point d'aller se coucher lorsque Rose frappe soudain à sa porte et entre sans façon, disant qu'elle a une nouvelle importante à lui annoncer. Au même moment, on voit Mélida et ses amis se faufiler à travers l'enceinte de l'académie, se dirigeant manifestement vers un lieu inconnu où elles ont été mystérieusement invitées. Après avoir marché un moment, elles arrivent enfin sur les lieux et découvrent qu'il s'agit d'une sorte de fête du thé organisée pour tous les invités du tournoi. Une fois que tout le monde est installé, Keira s'avance et annonce qu'il s'agit d'une fête de clôture officieuse du tournoi, alors tout le monde devrait se détendre, s'amuser et profiter du moment. Des boissons sont versées dans leurs verres et au début, tout le monde présume que c'est de l'alcool, mais elle réalise vite qu'il s'agit en réalité simplement de jus de fruits. Mélida est surprise car elle ignorait totalement que des fêtes officieuses comme celle-ci existaient seulement. Elise, en revanche, adore les surprises, alors elle savoure chaque seconde. Peu après, Keira s'approche et rejoint leur table, s'installant pile entre Elise et Mélida. Elle leur dit qu'elle sait qu'elle n'a pas véritablement remporté le titre par son seul mérite, c'est pourquoi elle ne peut pas pleinement l'accepter comme une véritable victoire. Sur ces mots, elle se lève nonchalamment et s'en va profiter du reste de la fête. Mélida et ses amis continuent de s'amuser, bavardant et riant ensemble. Au bout de quelques heures, elles se rassemblent toutes au même endroit et Mule suggère qu'elles parlent de leur vie amoureuse. Cependant, ce sujet devient ennuyeux très vite, puisqu'aucune d'elles n'a jamais eu de véritable petite amie auparavant. Finalement, elles décident de passer le temps en se racontant des histoires qui font peur. L'histoire qui est racontée concerne un couple de jeunes mariés qui s'étaient installés dans leur ville en espérant mener une vie simple et paisible. Avec le temps, le mari devint frustré par la pression de ne pas parvenir à trouver un bon emploi. Une nuit, dans un accès de folie, il tailla sa femme à coups de couteau et lui arracha le cœur. Après avoir enfin repris ses esprits, il abandonna son corps et s'enfuit, tenant étrangement son cœur entre ses mains. Peu après, il prit conscience du poids de ce qu'il avait fait et ne put plus se supporter lui-même, alors il se jeta dans la rivière. L'histoire laisse tout le monde complètement terrifié. Les choses empirent encore lorsque les lumières s'éteignent soudain et qu'une sorcière apparaît de nulle part. La sorcière se dirige droit vers Mélida, mais Mélida se sert prestement d'une couverture pour créer une diversion, ce qui lui permet, à elle et ses amis, de prendre la fuite. Après avoir couru un moment, elle remarque que la sorcière ne les poursuit plus et que les environs sont devenus étrangement silencieux. Elle se demande si les autres camarades de classe ont réussi à s'échapper saines et sauves. Malgré tout, elle décide que leur propre sécurité passe d'abord et se dirige vers leur dortoir. En chemin, Mélida marche soudain dans une substance rose et gluante dont la sensation rappelle de façon troublante de la chair humaine. Cela les fait toutes paniquer et elles se mettent à courir aussi vite qu'elles le peuvent. Après avoir sprinté un moment, elles tombent de nouveau droit sur la sorcière qu'elles identifient désormais comme la sorcière grise. Salasha tente de jouer les braves et de faire l'héroïne en attaquant la sorcière, mais elle finit par se faire projeter contre un pilier à la place. Mélida s'avance et tente d'utiliser sa taillade fantôme, mais la sorcière la bloque instantanément. Réalisant qu'elles n'ont aucune chance, les filles y voient le signal de fuir de nouveau, sprintant à travers un passage en espérant désespérément qu'il mène au bout du tunnel. La sorcière continue de les poursuivre et semble réduire la distance. Finalement, les filles débouchent à l'extérieur, mais la sorcière ne les suit pas dehors. Elle présume que la sorcière n'est peut-être pas autorisée
autorisée à quitter le bâtiment. C'est alors que Kufa s'approche soudain d'elle et Melida est soulagée, convaincue qu'elles sont enfin en sécurité. Cependant, quelque chose cloche immédiatement. Tandis que Kufa s'avance, on dirait que son cœur a été arraché, ce qui fait hurler les filles de pure terreur. Quelques instants plus tard, on découvre que tout cela n'était qu'une farce tordue, destinée à punir les filles d'avoir organisé une fête officieuse sans permission. C'est Rose qui les a dénoncées et qui a même suggéré de monter tout le stratagème. C'est elle aussi qui a joué la sorcière grise et qui a manifestement pris beaucoup de plaisir à terrifier les élèves. Kufa s'excuse auprès des filles de leur avoir fait si peur et une fois que les choses se calment enfin, tout le monde part se coucher. Cette nuit-là, Kufa reste auprès de Melida un peu plus longtemps, lui lisant une histoire pour s'endormir avant que la journée ne touche enfin à sa fin. Cette nuit-là, Melida rêve d'une maison en feu, dévorée par des flammes rugissantes. Au milieu du chaos, un jeune garçon lutte désespérément pour atteindre sa petite sœur, prisonnière des flammes et au seuil de la mort. Ses cris sont engloutis par le feu, tandis qu'il tend la main vers elle, impuissant à la sauver. Au moment précis où les flammes se referment, le rêve se brise brusquement lorsque Kufa réveille Melida et lui dit qu'aujourd'hui a lieu le voyage d'entraînement de l'académie, alors elle doit faire ses bagages et se préparer immédiatement. Encore à moitié endormie, Melida lui rétorque sèchement de ne pas la traiter comme une enfant puisqu'elle a déjà tout préparé à l'avance. Peu après, ils se mettent en route vers le point de départ. En chemin, un inconnu à l'allure louche frôle nonchalamment Kufa et lui glisse discrètement quelque chose dans la main. L'homme explique à voix basse qu'il s'agit d'une drogue destinée à une seule personne et met Kufa en garde de l'utiliser à bon escient avant de disparaître dans la foule. Après avoir marché un peu plus loin, Rose surgit soudain de nulle part et dit à Kufa qu'elle a une faveur à lui demander. Elle a l'air visiblement gênée, hésite un instant puis lâche la question d'un trait et demande à Kufa de l'épouser. Melida manque de faire une crise cardiaque en entendant cela. Elle a toujours secrètement eu des sentiments pour Kufa, mais elle a toujours été bien trop timide pour les avouer. Rose explique rapidement que son père lui a arrangé un mariage avec un homme à l'air extrêmement déplaisant. Pour échapper à ce sort, elle compte faire croire qu'elle a déjà un fiancé, espérant que convaincre son père qu'elle est déjà engagée annulera l'arrangement. Kufa refuse catégoriquement au début, mais après que Rose le presse avec insistance, il finit par céder et accepte à contre-cœur. Une fois que Kufa accepte, Rose devient bien trop enthousiaste. Elle s'accroche à son bras partout où ils vont et l'appelle ouvertement chérie, sans faire le moindre effort pour s'en cacher. En voyant cela se dérouler, Melida commence à devenir de plus en plus jalouse. Peu après, le père de Rose, le marquis, arrive en grande pompe et se présente officiellement à tout le monde. Tandis qu'ils se dirigent à l'intérieur, Melida demande discrètement à Rose pourquoi son père est seulement là. Rose explique que le voyage d'entraînement se tient à Shangartha, qui se trouve être à la fois sa ville natale et le territoire du marquis, rendant sa présence inévitable. Kufa donne à Melida une brève explication au sujet du marquis, le décrivant comme un homme extraordinaire et un génie réputé dans le domaine du génie génétique, quelqu'un de largement respecté et admiré. Soudain, le marquis se retourne et annonce que la véritable raison de sa visite est de déclarer que le mariage de Rose se tiendra ce week-end. Rose rejette aussitôt l'idée, s'agrippant au bras de Kufa et déclarant qu'elle est déjà amoureuse de lui, ce qui lui rend impossible d'épouser quiconque d'autre. Le marquis observe attentivement Kufa, puis recule soudain visiblement ébranlé. Il explique que Kufa présente une ressemblance troublante avec quelqu'un qu'il a jadis connu et qui est mort il y a 6 ou 7 ans. À l'époque, il y eut un horrible massacre de masse et le cerveau derrière tout cela était un garçon de 12 ans. D'après le marquis, il peut voir ce même garçon se refléter en Kufa. Un silence gênant s'installe sur le groupe, mais la directrice intervient prestement et suggère de passer à l'assemblée pour apaiser la tension. Tandis que tout le monde poursuit son chemin, Kufa prétend ne pas se sentir bien et décide de regagner sa chambre. Melida se demande si les paroles du marquis l'ont affecté, mais Kufa balaie son inquiétude, lui disant de ne pas s'en faire avant de s'éloigner. Pendant l'assemblée, Melida n'arrive pas à cesser de penser à Kufa. Il est évident pour elle que ce que le marquis a dit l'a profondément troublée. Après s'être débattue avec ses pensées un moment, elle décide de partir à sa recherche. En chemin, elle tombe sur l'instructrice Laqua. À cet instant, Melida entend soudain une voix étrange résonner dans sa tête, une qu'elle n'a jamais entendue auparavant. Avant qu'elle ne puisse réagir, un cri retentissant éclate depuis la salle d'assemblée. Lorsqu'elle se précipite à l'intérieur, elle trouve l'une des filles effondrée au sol, inconsciente. Le marquis déclare qu'il va démasquer le coupable et fait la démonstration de sa capacité magique en utilisant une potion qui révèle le mana du responsable. Le résultat montre que l'agresseur possède un mana de couleur bleue et qu'il est de sexe masculin. Comme Kufa est le seul homme présent, tous les regards se tournent aussitôt vers lui et on le présume vite coupable. Ensuite, tout le monde monte à bord d'un train à destination de Shangartha. Melida se sent profondément troublée par la facilité avec
avec laquelle Kufa a été accusé. À leur arrivée à Shangartha, Melida part explorer la ville, mais quelque chose la met mal à l'aise. Cette voix étrange résonne de nouveau dans sa tête, Kufa la retrouve bientôt, s'excusant d'être parti si brusquement plus tôt et l'assurant qu'il va bien. Soudain, le marquis s'approche d'eux pour faire le point sur la situation, mais il est interrompu lorsqu'un homme nommé Dick réclame son attention avec urgence. Dick est précisément l'homme que le marquis avait arrangé pour que Rose épouse. Il se précipite sur la place de la ville où il trouve un homme infecté par un virus terrifiant qui le dépouille de son humanité et le transforme lentement en bête. L'homme est déjà au-delà de tout salut et le marquis ordonne aux chevaliers de mettre fin à ses souffrances. Ils exécutent la sentence, laissant les badauds dans un silence stupéfait. La directrice réprimande le marquis pour avoir mené une exécution aussi publique, mais il explique calmement qu'il s'agissait d'un acte de miséricorde plutôt que de cruauté. La maladie se répand rapidement à travers tout Shangartha, transformant ses victimes en monstres poussés à massacrer les humains. En entendant cela, Melida commence à réaliser à quel point cette ville est véritablement contre nature et dangereuse. Plus tard dans la soirée, Kufa se rend dans la chambre de Melida. Elle est manifestement contrariée qu'il fasse semblant d'être le fiancé de Rose et sa frustration se voit. Pour se faire pardonner, Kufa l'emmène en rendez-vous galant dans une magnifique grotte de calcaire qui scintille de mille feux. Les parois de la grotte sont fortement magnétisées, créant une sensation d'apesanteur qui leur permet de flotter dans les airs en se tenant la main lors d'un moment romantique. Au bout d'un moment, Melida se demande comment Kufa connaissait un tel endroit alors qu'ils viennent à peine d'arriver. Il explique qu'il a visité cette ville une fois lors d'une mission passée. Après leur rendez-vous, ils regagnent les dortoirs. Kufa borde tendrement Melida dans son lit, puis dans un moment étrangement intime, reste là et la regarde dormir en silence. Le lendemain matin, le chaos éclate tandis que tout le monde se précipite vers la chapelle. Plusieurs élèves sont retrouvés étendus, immobiles sur le sol, leurs vêtements imbibés de sang, leur vitalité complètement drainée comme si quelque chose leur avait aspiré la vie. La scène est épouvantable et des murmures se propagent vite selon lesquels cela ne pouvait être l'œuvre que d'un vampire. Furieux et alarmé, le marquis exige aussitôt de savoir où se trouve Kufa. Melida lui dit qu'elle n'a pas vu Kufa depuis son réveil ce matin-là et qu'elle n'a réussi à le trouver nulle part. Cela seul suffit au marquis pour ouvertement considérer Kufa comme le suspect numéro 1. Malgré la tension et la peur, on ordonne tout de même aux élèves de poursuivre leurs études cet après-midi-là. Tandis que le groupe traverse la ville, Melida s'éclipse discrètement, déterminée à prouver l'innocence de Kufa coûte que coûte. Avant qu'elle ne puisse aller bien loin, elle tombe sur l'instructrice Lake. Lake dit à Melida qu'elle sait exactement ce qu'elle essaie de faire et admet qu'elle non plus ne croit pas Kufa coupable. Elle révèle que Kufa lui a un jour parlé de quelque chose appelé les points mystères, expliquant que ces dernières années, il y a eu une augmentation anormale du nombre de ces étranges lieux autour de Shangartha. Il a également dit à Lake que s'il devait jamais lui arriver quelque chose, elle devrait veiller sur Melida. Pour cette raison, Lake suggère qu'elles enquêtent ensemble sur les points mystères et commencent à poser des questions à travers la ville. Une fois en ville, Melida aborde plusieurs habitants et les salue poliment. Au début, ils lui sourient chaleureusement, mais à l'instant où elle mentionne les points mystères, leurs visages s'assombrissent et ils lui disent avec colère de s'en aller. Voyant cela, Lake décide de montrer à Melida comment soutirer des informations avec plus de subtilité. Elle aborde une marchande de fleurs et engage nonchalamment la conversation, l'orientant habilement de manière à amener la femme à révéler sans le savoir des informations sur l'un des points mystères. Après avoir rassemblé suffisamment d'indices, Lake et Melida se rendent à une grotte où l'un des points mystères serait situé, un endroit connu sous le nom de la maison de travers. À l'intérieur, Lake réalise vite que la structure n'est pas un point mystère naturel et n'est pas devenue de travers avec le temps. Tout en examinant les lieux, elle découvre une cave souterraine dissimulée. Curieuse et mal à l'aise, elles y descendent ensemble, Lake se servant de sa magie pour éclairer le chemin. À mesure qu'elle s'enfonce, Lake remarque que cette cave est délibérément cachée et n'a rien d'ordinaire. Il n'y a aucune lampe le long des murs, probablement pour décourager quiconque de s'aventurer plus loin à l'intérieur. Lorsqu'elles atteignent enfin le fond, un spectacle glaçant les attend. Plusieurs cellules de prison. À l'intérieur de l'une d'elles gisent plusieurs cadavres, leur corps ratatinés comme si leur force vitale avait été drainée avant la mort. Lake examine les corps avec soin et réalise aussitôt qu'il ne s'agit pas de cadavres ordinaires. Ce sont des loups-garous, des humains touchés par le virus du facteur gène nocturne qui n'ont pas réussi à se transformer complètement. Melida remarque un bracelet sur l'un des corps et le reconnaît comme identique à celui que portait l'homme exécuté un peu plus tôt sur la place de la ville. Cela les mène à une réalisation épouvantable. Le marquis a menti en affirmant que cet homme était infecté par une maladie. En réalité, lui et ses associés ont mené de grotesques expériences sur ces gens. Soudain, Melida
entend de nouveau ces mêmes voix étranges. Elle se souvient que la dernière fois qu'elle les a entendues, une attaque contre les élèves a suivi peu après. Prise de panique, elle fonce hors de la grotte, désespérée d'empêcher ce qui est sur le point de se produire. Lorsqu'elle atteint la chapelle, elle voit une foule rassemblée à l'extérieur et comprend immédiatement qu'elle est arrivée trop tard. À l'intérieur, elle trouve Élise étendue sur le sol, du sang répandu autour d'elle. Au début, Mélida croit que sa sœur est morte, mais après l'avoir examinée, elle réalise qu'Élise respire encore et est indemne. Rose, cependant, n'a pas eu cette chance. Rose a été brutalement tuée. Les signes montrent qu'elle s'est défendue désespérément, mais sa lutte n'a pas suffi à lui sauver la vie. Le marquis s'effondre en bruyant sanglots à la vue du corps sans vie de sa fille, tandis que tous les autres restent figés d'incrédulité. Mélida est submergée, incapable d'accepter que quelqu'un avec qui elle parlait à peine quelques heures plus tôt soit désormais morte. Le marquis soulève le cadavre de Rose dans ses bras et déclare qu'il va tenter de la ressusciter en usant de sa magie de sage. Kufa étant toujours introuvable, les soupçons retombent entièrement sur lui, et presque tout le monde présume qu'il est responsable de tout ce qui s'est passé. Plus tard ce jour-là, Mélida couche Élise dans son lit et est rongée par la culpabilité. Elle s'en veut, estimant qu'en tant que grande sœur d'Élise, elle aurait dû être là pour la protéger. Soudain, Krista fait irruption dans la pièce et dit à Mélida avec urgence que le marquis a été attaqué par le même utilisateur de mana bleu qui s'est enfui avec le cadavre de Rose. Krista verrouille précipitamment la porte, expliquant qu'une foule en colère se rassemble dehors. Les gens pensent que Kufa est derrière tout cela et veulent prendre Mélida en otage pour le faire sortir de sa cachette. Krista fait signe à Mélida de s'enfuir et sans hésiter, celle-ci saute par la fenêtre et part à la recherche de Kufa, déterminée à laver son nom et à découvrir la vérité. Elle finit par atteindre une partie de la forêt dont le marquis l'avait autrefois mise en garde, la qualifiant d'endroit mystérieux et insistant fortement pour qu'elle s'en tienne éloignée. Elle se souvient à quel point il tenait à ce que personne ne s'approche d'un rocher en particulier. Mobilisant son mana, Mélida détruit le rocher et révèle un trou caché menant à une grotte. Au fond de la grotte, elle découvre des documents portant la signature du marquis et des livres détaillés décrivant les procédures exactes utilisées lors des horribles expériences menées sur les victimes. Alors qu'elle se tient là, sous le choc, la voix étrange revient, cette fois claire et insistante. Elle demande à Mélida qui elle est. Lorsqu'elle répond qu'elle est une paladine, la voix rit et dit qu'elle fera un excellent cobaye pour la prochaine expérience. Soudain, Rose sort de l'ombre. Mélida est stupéfaite de la voir vivante, mais quelque chose ne va clairement pas. Les yeux de Rose ont changé de couleur et de longues canines de vampire dépassent de sa bouche. Alors que Rose s'approche lentement, Mélida remarque une puissante aura de mana bleu qui l'entoure et commence à soupçonner que Rose est peut-être responsable de tout cela. La vérité ne tarde pas à se révéler. Rose n'agit pas de son plein gré. Elle est contrôlée par la voix même que Mélida entendait. Rose se jette sur Mélida, mais Kufa apparaît à la dernière seconde et la sauve. Il crie à Rose, la suppliant de se ressaisir, mais elle résiste farouchement. Kufa libère alors son mana de vampire, révélant ses longs cheveux blancs, et ordonne une dernière fois à Rose de reprendre le contrôle. Après avoir lutté un instant, Rose bondit en arrière et s'enfuit dans l'obscurité. La voix se moque de Kufa, lui disant qu'essayer de libérer Rose est inutile et que cela ne marchera jamais. C'est la première fois que Mélida voit Kufa sous cette forme, et cette vision la terrifie au plus profond d'elle-même. Kufa s'approche de Mélida et la plaque doucement au sol, le visage empreint de douleur. Il lui confie que, de toute sa vie, personne n'a jamais vraiment accepté sa nature de vampire. Voir la peur se refléter dans ses yeux lui brise le cœur plus que toute autre chose auparavant. Il lui annonce qu'il va jeter un sort qui effacera tous les souvenirs qu'elle a de lui, de sorte que, de son point de vue, ils viennent tout juste de se rencontrer. Avant qu'il n'ait le temps de faire quoi que ce soit, Mélida se redresse soudainement. Elle dit à Kufa que peu importe son apparence ou ce qu'il est vraiment, elle l'admirera et l'aimera toujours. Pour le prouver, elle se penche en avant et l'embrasse sur les lèvres. Kufa est complètement abasourdi et lui demande ce qu'elle croit faire. Mélida lui rappelle calmement que c'est lui qui l'a plaqué au sol en premier lieu. Après un long silence, Kufa décide finalement de lui dire la vérité. Il révèle qu'il est en réalité mi-humain, mi-lycanthrope. Il y a des années, alors que Kufa était encore enfant, sa ville natale a été attaquée. Cependant, il n'est pas mort de l'attaque elle-même. Il a plutôt été tué à la suite d'expériences menées par le marquis. Alors que le petit Kufa gisait mourant sur
sur le sol, le marquis, submergé par la culpabilité, jura de ne plus jamais mener d'expérience. Cette promesse n'a pas duré longtemps. Un gigantesque lycanthrope ressemblant à un insecte sur lequel le marquis travaillait s'est moqué de son hésitation et lui a dit de ne pas abandonner si facilement. Il lui a fait remarquer que Kufa était l'un des rares cobayes ayant survécu à l'expérience. À ce moment-là, Kufa s'est soudainement réveillé, son corps entouré de mana bleue. Kufa révèle alors quelque chose d'encore plus choquant. Lui et Rose se connaissaient depuis leur enfance. Ils étaient frères et sœurs. Rose avait également été soumise aux mêmes expériences, mais contrairement à Kufa, elle n'y avait pas survécu. Désespéré de la sauver, Kufa se précipita à ses côtés et la mordit au cou, la transformant en vampire afin qu'elle puisse vivre. Le lycanthrope l'avertit que cela la maudirait d'une soif de sang incontrôlable, mais Kufa ignora l'avertissement et passa à l'acte malgré tout. Peu après, des soldats arrivèrent pour éliminer le monstre, mais ils furent tous massacrés. Seul leur commandant survécut, et même lui fut gravement blessé. Alors que le commandant était sur le point de rendre l'âme, Kufa surgit de nulle part et poignarda le lycanthrope dans l'œil, l'aveuglant. Cette brève ouverture donna au commandant suffisamment de temps pour se glisser sous le monstre et tirer avec son pistolet à rayon, le faisant exploser et le tuant. Une fois le combat terminé, Kufa retourna auprès de Rose et effaça tous ses souvenirs de lui. Ainsi, elle ne se souviendrait plus qu'elle était un vampire, ni du goût du sang. Le commandant s'approcha ensuite de Kufa, mais celui-ci tomba à genoux et le supplia d'épargner Rose. En échange, il lui promit une loyauté absolue et accepta de le servir pour le reste de sa vie. Le commandant accepta, mais à une seule condition, Rose ne devait jamais retrouver la mémoire de qui était Kufa, ni de ce qu'il avait fait pour elle. Kufa accepta sans hésiter. Tout ce qu'il avait toujours voulu, c'était qu'elle mène une vie heureuse. L'histoire revient alors au présent. Kufa serre Mélida contre lui, la câlinant doucement, et lui demande de ne jamais parler de ce qu'il vient de lui raconter. Si le monde venait à découvrir l'existence d'un être mi-humain, mi-lycanthrope comme lui, il serait presque certainement exécuté. Mélida jure qu'elle gardera son secret quoi qu'il arrive. Kufa explique alors que la voix que Mélida entend depuis tout ce temps n'est pas le fruit de son imagination. Elle appartient au même lycanthrope qu'il a combattu lorsqu'il était enfant. Son nom est Nakwa. Nakwa est le véritable cerveau derrière la terreur qui s'étend dans toute la ville. Il s'est allié au marquis pour créer une armée de soldats améliorés comme Kufa. C'est sans doute aussi la raison pour laquelle le marquis a arrangé le mariage de Rose, pour garantir la naissance d'autres enfants pouvant servir de cobayes. Cette décision prise, Mélida et Kufa décident de s'allier pour sauver la ville. Le lendemain, tout le monde se rassemble dans la chapelle pour le mariage de Rose avec un homme que personne ne connaît vraiment. C'est le marquis lui-même qui officie la cérémonie. La foule est déjà troublée, choquée que le marquis ait réussi d'une manière ou d'une autre à ressusciter Rose alors qu'elle avait clairement été tuée. Malgré tout, beaucoup de gens sentent que quelque chose cloche chez elle. Au moment où Rose et son fiancé sont sur le point d'être déclarés mari et femme, les portes de la chapelle s'ouvrent brusquement. Mélida fait irruption à l'intérieur et exige à grands cris que le mariage soit interrompu. Elle provoque délibérément Rose, affirmant que pendant son absence, elle et Kufa se sont embrassés à plusieurs reprises. Rose avait toujours nourri des sentiments pour Kufa, même si elle ne les avait jamais avoués, et entendre cela la fait basculer. Furieuse, elle mobilise son mana et se prépare à se battre. Mélida lance délibérément une attaque de flammes peu puissante. Rose l'esquive sans peine, mais les flammes dévient et frappe un marquis à la place. Le feu consume l'enchantement insectoïde qui recouvrait son corps, révélant sa véritable forme de lycanthrope. Comprenant qu'il ne sert plus à rien de se cacher, Marquis éclate de rire et se présente à tout le monde sous le nom de Nakwa. Mélida le dénonce aussitôt, criant que Nakwa est le responsable de toutes les attaques et atrocités commises récemment dans la ville. Les instructeurs se précipitent pour le maîtriser, mais Nakwa les repousse sans effort et s'échappe de la chapelle. Rose se lance à sa poursuite. Alors qu'elle court, des fragments de ses souvenirs commencent à lui revenir, des flashs de toutes les horreurs que Nakwa l'a forcée à commettre. Réalisant qu'elle se souvient désormais de trop de choses, Nakwa se retourne contre elle et commence à l'étrangler, bien décidé à la tuer. Avant qu'il ne puisse l'achever, Kufa apparaît et lance une attaque surprise. Il interpelle Rose et réveille son véritable pouvoir. Ses cheveux blanchissent alors que son mana jaillit et Kufa lui dit qu'ils vont se battre ensemble et vaincre Nakwa. Nakwa refuse de s'avouer vaincu sans combattre et prend sa forme finale. Une bataille féroce éclate, Kufa et Rose l'affrontant, le combat semblant équilibré pendant un moment. Le vent finit par tourner lorsque Rose libère son pouvoir, propulsant Nakwa à haut dans les airs et l'y piégeant. Cette ouverture donne à Kufa l'occasion dont il a besoin. Il porte un coup décisif, vainquant Nakwa en un instant. Cependant, Nakwa dévoile son dernier tour, se désintégrant et reprenant sa forme pure alors qu'il s'enfuit vers le bas. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est le groupe d'étudiants qui l'attendaient en bas. Travaillant ensemble, ils canalisent leur magie et parviennent à l'exorciser une bonne
bonne fois pour toutes. Nakwa enfin disparu, Rose s'approche de Kufa, les larmes aux yeux, et lui dit qu'elle se souvient de tout à présent. Elle se souvient de lui comme de son grand frère. Avant qu'elle n'ait le temps d'en dire davantage, Kufa lui donne une légère tape sur la nuque, la paralysant et la faisant tomber à genoux. Il pose sa main sur son front et lui dit doucement qu'il va à nouveau effacer ses souvenirs de lui. Rose le supplie d'arrêter, affirmant qu'elle veut se souvenir de son frère, mais Kufa insiste sur le fait que c'est la seule façon pour elle de mener une vie paisible. Plus tard dans la nuit, Kufa retrouve le marquis dans les profondeurs souterraines, en deuil auprès du corps embaumé de sa femme, qu'il avait enveloppé dans une toile d'araignée pour empêcher la décomposition. Kufa remarque que son corps avait déjà commencé à se transformer en lycanthrope, mais que le processus avait été stoppé grâce au pouvoir de Nakwa. Il comprend enfin la vérité. Préserver le corps de sa femme était le marché que Marquis avait conclu avec Nakwa, et tout le reste en était le prix. Kufa révèle alors la vérité finale. Marquis est son véritable père. En guise de dernier geste, Kufa remet à Marquis un médicament capable d'inverser les effets de la transformation en demi-lycanthrope. Il le donne à sa femme Carmilla. Quelques instants plus tard, elle se réveille, pleinement revenue à la vie. Marquis s'effondre, incrédule et fou de joie, et la serre fort dans ses bras. Kufa se détourne silencieusement. Sans un mot, il s'éloigne, faisant ses adieux définitifs à son père, alors qu'il disparaît dans la nuit. Au cours des semaines suivantes, Kufa observe Melida discrètement de loin et remarque à quel point elle a mûri depuis le dernier incident. Ses mouvements sont plus précis, son assurance plus solide et sa maîtrise du mana bien plus raffinée. Ce constat le remplit de fierté. Kufa sait toutefois que le succès suscite toujours de la jalousie et qu'il y aura toujours des gens qui souhaiteront la chute de Melida. Lors d'une assemblée publique, la directrice annonce un événement à venir, l'examen de certification de bibliothécaire de Vibria Goth. Melida penche la tête, perplexe devant ce nom, alors Kufa intervient pour expliquer. Vibria est pas le nom générique donné à un immense labyrinthe situé au centre de Flandre. En son cœur se trouve une ancienne bibliothèque remplie d'archives anciennes, de textes interdits et de documents hautement confidentiels. Rose intervient pour expliquer que l'examen de certification est réputé pour être brutal et difficile, mais elle les rassure en précisant qu'il est réservé aux élèves de deuxième année. Comme Melida et Elise sont encore en première année, cela ne devrait pas les concerner. Ce sentiment de soulagement ne dure pas longtemps. La directrice interpelle soudainement Melida et Elise directement et leur demande si elles souhaitent participer à l'examen de certification de cette année. Kufa s'y oppose immédiatement, arguant que c'est bien trop dangereux et tout à fait inapproprié pour des élèves de première année. La directrice balaye ses inquiétudes, affirmant que ce sera l'occasion idéale de prouver la force des filles. Plus tard dans la nuit, cependant, il devient clair que cette justification était un mensonge. Une réunion secrète est organisée entre les membres du conseil d'administration de l'académie. Ils discutent ouvertement de la façon dont le statut de cadette de Melida lors du tournoi de sélection Luna Lumière avait été manipulé dans le seul but d'observer son mana. Après avoir analysé les résultats, ils découvrent que la composition du mana et la classe d'attaque de Melida diffèrent radicalement de celle d'Elise. Un silence stupéfait s'installe dans la pièce, tandis que des murmures commencent à circuler au sujet de vieilles rumeurs. Plus précisément, que la mère de Melida aurait eu une liaison. Après une longue discussion, le conseil convient que le secret de Melida doit être révélé publiquement. Le problème réside dans la manière de le faire, de façon à convaincre toute la ville. Mule propose d'utiliser l'un des textes d'archives vivantes conservés dans la bibliothèque de Vibria, un tome qui documente automatiquement les événements au fur et à mesure qu'ils se déroulent. Si Melida échoue ou se ridiculise pendant l'examen, le texte l'enregistrera, ne lui laissant aucun moyen de cacher sa prétendue fraude. Le lendemain, à l'école, le chaos éclate lorsqu'un étrange homme masqué apparaît soudainement, criant à tue-tête qu'il recherche sa fille perdue depuis longtemps. Il scrute la foule, puis croise le regard de Melida et commence à s'approcher d'elle. Kufa s'interpose instantanément devant elle, tirant son épée en position défensive. L'homme masqué réagit en effectuant plusieurs sauts périlleux, arrière exagérés et totalement inutiles avant d'éclater de rire et de déclarer qu'ils se reverront très bientôt. Sur ces mots, il disparaît. Plus tard dans l'après-midi, alors que Kufa prend des nouvelles de Melida, celle-ci avoue que cette rencontre l'a profondément troublée. Il est impossible que cet homme soit son père. Il n'y a aucune trace, aucune ressemblance, aucun lien. Kufa est d'accord et en conclut que quelqu'un tente délibérément de ternir la réputation de la maison d'Angel. Lorsque Melida demande ce qu'elle peut faire pour aider, Kufa lui lance un défi. Elle participera à l'examen de certification de la bibliothèque de Vibria. Melida hésite, se rappelant à quel point cet examen est réputé dangereux, mais Kufa la rassure. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, mais de montrer sa détermination. Sa décision prise, Melida fait équipe avec Elise et les autres et se rend sous terre pour commencer l'examen. Avant qu'elle ne descende, la directrice remet à chacune d'elles un sablier
escalier et leur explique les règles. Elles doivent entrer dans la bibliothèque, récupérer des documents spécifiques et revenir avant que le sable ne soit écoulé. La bibliothèque est infestée de fantômes et plus elle s'enfonce, plus ces esprits deviennent dangereux. Soudain, la plateforme sous leurs pieds se met à trembler violemment. D'épais tentacules jaillissent du sol et s'enroulent autour de la structure. La plateforme se brise et le groupe est précipité vers le bas. À la surface, Kefka et Rose ignorent totalement ce qui vient de se passer. Une femme de chambre s'approche et demande à voir la directrice, mais Kefka explique qu'elle supervise actuellement l'examen de certification. La femme de chambre hésite, puis mentionne qu'un invité est arrivé et demande si Kefka pourrait s'occuper de lui en l'absence de la directrice. L'invité s'avère être Phélus Angel, le père de Mélida. Kefka l'informe de la situation actuelle, et Phélus est visiblement choqué d'apprendre que Mélida, une élève de première année, participe à l'examen de certification. Il déclare sans détour qu'il est venu retirer Mélida de l'académie, affirmant que la situation est devenue trop dangereuse et qu'elle n'obtient pas les résultats qu'il attend. En tant que tuteur, Kefka prend fermement la défense de Mélida. Il insiste sur le fait que ses progrès ont été extraordinaires et demande à Phélus de lui accorder un peu plus de temps pour faire ses preuves. La confiance de Kefka en ses capacités est inébranlable. Avant que Phélus n'ait le temps de répondre, la servante fait irruption dans la pièce avec une lettre provenant de la bibliothèque. C'est un signal d'urgence, quelque chose a terriblement mal tourné et les élèves sont en danger. Pendant ce temps, Mélida et Élise atterrissent à un étage au hasard à l'intérieur de la bibliothèque. Elles se rendent rapidement compte que l'examen a déjà commencé alors que le sable s'écoule inexorablement de leur sablier. Sans perdre de temps, elles se précipitent vers l'avant. Bientôt, deux fantômes apparaissent et les attaquent. Élise tient bon comme prévu, mais Mélida se déplace différemment cette fois-ci. Son jeu de jambes est précis, son timing impeccable. Toutes les leçons que Kefka lui a inculquées finissent par porter leurs fruits et pour la première fois, elle apprécie véritablement le combat. Elle vainc les fantômes, mais leur soulagement est de courte durée. Un immense essaim d'esprits les encercle, bien trop nombreux pour qu'elle puisse les affronter toutes en même temps. Se préparant au pire, elle s'apprête à livrer un dernier combat jusqu'à ce qu'une puissante rafale de vent déchire le sol, anéantissant les fantômes en un instant. Mule et Salacha émergent de l'air qui se dissipe, arrivant juste à temps pour les sauver. Pendant ce temps, Kefka se prépare à descendre lui-même dans la bibliothèque. Avant de partir, il confie à Rose la responsabilité de gérer la situation aux étages supérieurs au cas où un autre incident se produirait. Il lui rappelle de rester vigilante et de protéger les élèves à tout prix, puis se retourne et disparaît dans l'escalier menant aux profondeurs de l'académie. De retour dans la bibliothèque, Élise et Mélida se regroupent après avoir été sauvées par Salacha et Mule. Après une brève discussion, tous les quatre conviennent que la meilleure option est de travailler ensemble et de passer l'examen de certification en tant qu'équipe unique. Mule active sa magie et examine la configuration du labyrinthe, réalisant rapidement qu'il se trouve actuellement au 5e niveau, tandis que la salle d'examen se situe au 2e niveau. Fort de cette information, il commence à remonter. En chemin, Mule suggère à Mélida d'essayer d'utiliser l'un des grimoires éparpillés dans la bibliothèque. Comme Mélida est encore débutante, nul ne sait quel effet cela pourrait avoir, ni même si cela fonctionnera correctement. Malgré le risque, Mule et Salacha l'encouragent toutes deux à tenter le coup. Après quelques hésitations, Mélida prend le grimoire dans ses mains et commence à réciter l'incantation qui y est écrite. Le sort s'active immédiatement et dans un éclair de lumière, le groupe est complètement transformé. Mélida se retrouve habillée comme Cendrillon avec une robe bleue scintillante. Mule endosse le rôle d'un génie. Salacha, quant à elle, se transforme en sirène et s'effondre immédiatement sur le sol, incapable de se tenir debout. Alors qu'elle se tortille, impuissante, les filles ne remarquent que le mouvement exagéré de sa poitrine et, sans réfléchir, tendant la main pour vérifier par elle-même. Avant que la situation ne devienne encore plus ridicule, le sort se dissipe brusquement et elles reprennent toute leur apparence normale. Ce changement soudain les ramène à la réalité et leur rappelle que l'examen de certification lui-même est également soumis à une limite de temps stricte. Légèrement paniquées, elles se précipitent vers la salle où l'examen doit avoir lieu. Une fois à l'intérieur, elles interagissent avec un grand livre posé sur un autel. Le livre explique la tâche. Tout ce qu'elles ont à faire est de ramasser les livres éparpillés sur le sol et de les remettre à leur place sur les étagères. Au premier abord, cela semble assez simple. Cette illusion s'effondre presque immédiatement lorsqu'elles apprennent que chaque livre est gardé par un petit démon appelé Bor Imp. Pour placer un livre sur l'étagère, il faut d'abord vaincre le Bor Imp qui le protège. Mélida s'avance sans hésiter et le vainc d'un seul coup net. Le démon éliminé, les autres s'emparent du livre et tentent de le placer sur l'étagère, mais celui-ci refuse de rester en place. Après avoir observé l'étagère de plus près, Mule se rend compte qu'il doit y avoir une règle cachée. Chaque livre a clairement
clairement sa place bien précise. Prenant les choses en main, Mule commence à déchiffrer la disposition correcte des étagères, tandis que Mélida continue de repousser les diablotins qui apparaissent. Elise et Salacha apportent leur soutien là où elles le peuvent, assurant la sécurité des lieux. Après une longue période de coordination intense, ils parviennent enfin à placer chaque livre à sa place. La tâche accomplie, ils célèbrent leur succès, soulagés et fiers de ce qu'ils ont accompli ensemble. Soudain, l'un des livres sur l'étagère se met à briller. Pensant que c'est la preuve qu'elles ont réussi l'examen, elles se précipitent vers lui. Mule félicite Mélida pour ses talents de combattante, remarquant que c'est impressionnant pour une étudiante de première année. Elle lui demande alors pourquoi Mélida s'est lancée dans une entreprise aussi dangereuse alors qu'elle n'est même pas encore tenue de passer l'examen. Mélida explique qu'elle le fait en partie parce que c'était un devoir que lui avait confié son instructeur et en partie parce qu'elle veut prouver sa valeur en tant que membre de la maison d'Angel. L'expression de Mule s'assombrit instantanément. Elle dit à Mélida que même accomplir quelque chose comme ça ne garantit pas qu'elle soit vraiment une enfant d'Angel. Mélida est déconcertée par cette remarque et ne comprend pas ce que Mule veut dire. Elise s'interpose immédiatement devant elle, se plaçant en position de protection. Au même moment, Salacha arrache soudainement la preuve lumineuse de réussite des mains de Mélida. Avant que Salacha n'ait le temps de réagir, Mule la plaque contre le mur et exige qu'elle la rende immédiatement à Mélida. Incapable de continuer à mentir, Salacha s'effondre et avoue la vérité. Elle confesse que l'examen de certification n'a jamais été conçu pour être équitable. C'était un piège depuis le début. Ailleurs dans la bibliothèque, la situation est tout aussi désespérée. D'autres élèves luttent contre des vagues de monstres morts vivants qui refusent de tomber facilement. La directrice et l'un des élèves les plus âgés font tout leur possible pour protéger le groupe, mais dans le chaos, la directrice est poignardée dans le dos par l'un des morts vivants. Elle s'effondre, gravement blessée et saignant abondamment. Alors que la situation est sur le point de tourner au drame, Kufa arrive à point nommé. D'un mouvement fulgurant, il élimine toute la troupe de morts vivants qui les entoure. Malgré cela, l'état de la directrice est critique. Elle perd du sang rapidement et il n'y a aucun moyen évident de la sauver. Pour aggraver les choses, le roi des morts vivants apparaît soudainement, déclarant qu'il est venu anéantir toutes les personnes présentes. Kufa lance plusieurs attaques, mais celles-ci traversent le corps du roi des morts vivants sans l'effleurer. En tant qu'être dépourvu de véritable forme mortelle, il ne peut être blessé par des moyens conventionnels. Réalisant cela, Kufa se couvre un œil et invoque Williams, l'homme couvert de bandages vu plus tôt. Williams utilise ces bandages pour ligoter le roi des morts vivants, le neutralisant et finissant par l'exorciser complètement. Kufa remercie Williams sincèrement, admettant qu'il ne s'attendait pas vraiment à ce qu'il réponde à l'appel. De retour dans la salle d'examen, la confession de Salacha se poursuit. Mule s'empare une nouvelle fois du livre et l'utilise pour vérifier la classe de Mélida. Les résultats montrent que Mélida est une samouraï et non une paladine comme elle est censée l'être. Forte de cette confirmation, Mule fait demi-tour et s'enfuit, déclarant qu'elle va tout rapporter à son frère aîné Serge. On apprend plus tard que la guilde Grimface avait infiltré l'académie, mais que les instructeurs et les élèves postés aux étages supérieurs étaient tout à fait capables de les maîtriser. En bas, à la bibliothèque, le patron de Kufa arrive et propose de recruter Williams dans sa guilde, impressionné par ses performances au combat. Il informe ensuite Kufa qu'un incident majeur se produit au 18e étage et que Kufa est le seul à être assez fort pour y faire face. Sans hésiter, Kufa s'enfonce plus profondément dans le labyrinthe en direction du 18e étage. Pendant ce temps, Mélida parvient à rattraper Mule et la plaque au sol, exigeant de savoir pourquoi elle fait tout cela. Mule prétend que c'est pour le bien de Mélida. Avant que Mélida ne puisse insister davantage, Mule lance un sort, s'entourant de pages tourbillonnantes, arrachées à des grimoires, alors que la confrontation s'intensifie. Peu après, Mélida se réveille dans un vaste jardin soigneusement entretenu, face à un groupe de juges portant d'imposants masques. Serge, le juge en chef, annonce qu'elle a été amenée devant la cour de la reine de cœur afin de déterminer si elle a menti au sujet de son appartenance à la famille des chevaliers-ducs. Il déclare qu'il a été révélé que Mélida appartient à la classe des samouraïs et non à celle des paladins, à laquelle devrait appartenir une véritable fille de la famille Night Duke, et en conclut donc qu'elle n'est pas la véritable fille de la famille Angel. Mélida nie immédiatement cette accusation, insistant sur le fait qu'elle est bien une véritable fille Angel. Mais lorsqu'on lui demande comment elle a pu passer 13 ans sans aucune mana et n'avoir éveillé que récemment sa mana de classe samouraï, elle reste silencieuse. Elle connaît la vérité, que Kufa l'a aidé à éveiller son mana, et craint les conséquences si quelqu'un venait à le découvrir. Son silence conduit la cour à la croire coupable et à la juger inauthentique. Les juges se disputent quant à son sort et leurs querelles rendent Mélida furieuse. Elle déclare qu'elle prouvera sa force et son droit d'être reconnue comme une fille de la famille des chevaliers ducs. Serge décide qu'il est juste
juste de lui donner une chance de faire ses preuves. Il organise un combat entre Melida et Salasha. Confiant en ses capacités, Salasha dit à Melida d'abandonner avant que les choses ne dégénèrent, mais Melida refuse. Le combat commence. Au début, Salasha semble avoir l'avantage, mais Serge remarque que les mouvements de Melida sont d'une finesse inhabituelle. Elle attend patiemment le bon moment pour frapper. Finalement, Salasha baisse sa garde et Melida saisit l'occasion, la renversant et remportant le combat. Les juges sont sous le choc et redoutent les conséquences si Melida est vraiment la fille d'Angel. Serge agit rapidement pour garder le contrôle. Il tape son marteau de juge sur la table et un stylo magique tombe de la poche de Salasha. Instantanément, une mare d'encre se répand sur le sol, plongeant la cour dans le chaos. Melida évacue rapidement les autres juges. Au moment où ils finissent de sortir, les portes claquent et l'homme masqué qui prétendait auparavant être son père fait son apparition. Il affirme désormais être le mal à l'état pur, déterminé à semer le chaos. Melida et ses amis attaquent, mais ils sont facilement maîtrisés. Alors que l'homme masqué s'apprête à porter un coup fatal, Kufa arrive juste à temps pour le bloquer. Il dit à Melida de rester en retrait pendant qu'il s'occupe de la menace, mais elle refuse, insistant pour se battre à ses côtés. Ensemble, utilisant toutes les techniques que Kufa lui a enseignées, Melida se bat à ses côtés. Après un combat acharné, ils vainquent l'homme masqué. Ils s'étreignent avec passion, soulagés par leur victoire. L'homme masqué est téléporté dans la pièce secrète de Serge où il implore le pardon. Serge, le jugeant indigne de confiance, le poignarde dans le ventre, lui perforant le foie. Son masque se brise, révélant son visage empreint d'incrédulité alors qu'il meurt, réalisant qu'il ne s'attendait pas à une telle issue. Serge reconnaît qu'il a peut-être sous-estimé Melida et Kufa, jurant de ne pas répéter cette erreur. Le lendemain, l'Académie rend hommage à Melida et Élise, saluant leur héroïsme. Son père, Phélus, ne la reconnaît toujours pas immédiatement. Dans les jours qui suivent, de nombreuses personnes prétendant être le véritable père de Melida apparaissent dans les journaux. On découvre que le cerveau derrière cet incident est Bijou, un membre de la Légion Crest qui doutait de l'état de la nation. Il est depuis entré dans la clandestinité et la vérité reste entièrement secrète. Phélus décide finalement de laisser Melida à l'Académie sous la garde de Kufa, reconnaissant les compétences et le dévouement de ce dernier en tant qu'enseignant. Un jour après l'entraînement, Melida trouve le courage d'interpeller son père alors qu'il s'en va. Phélus s'approche, la reconnaissant enfin, et remarque qu'elle ressemble à un parent qui appartenait à la classe des samouraïs. Submergée par l'émotion, Melida fond en larmes, recevant enfin la reconnaissance qu'elle désirait. Kufa observe la scène, rempli de fierté devant son évolution et sa détermination. Quelques semaines plus tard, Melida est en retard pour la cérémonie d'ouverture d'un événement lorsqu'elle tombe sur Kufa. Elle lui dit qu'elle veut la récompense qu'il lui a promise pour avoir réussi l'examen de certification. Kufa est stupéfait, réalisant qu'elle ne se contente pas de lui confier sa vie, mais qu'elle est prête à risquer sa vie pour lui. À cet instant, il reconnaît que Melida est son âme sœur, sa fierté en tant qu'assassin et la personne qui se battra toujours à ses côtés. C'était la fin de l'anime. Regarde la vidéo suivante à l'écran, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain résumé.